En fait, si vous voulez, en discutant avec les personnes qui soit ont fait le Self-Love Challenge du mois de mars ou qui ont acheté le livre, je me suis rendu compte que je vous avais peut-être pas tout dit ou peut-être que j'ai fait passer certaines choses pour des trucs genre super faciles ou super fluides, alors que personnellement c'est pas comme ça que je les ai vécus. Donc du coup, je dirais que cette vidéo là c'est un peu pour rectifier le tir ou être peut-être plus transparente et explicative de toute la démarche et de quoi il est réellement question du coup. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler peut-être plus en profondeur de mon livre. Enfin, parler de mon livre. Parler surtout de moi et de mon expérience et de la façon d'aborder le livre. Peut-être ce serait plus juste de le tourner comme ça. Donc j'ai pris des petites notes sur mon téléphone histoire de ne pas me perdre dans tout ce que j'ai à dire parce que j'ai beaucoup à parler dans cette vidéo. Ce sera également une vidéo très TMI, donc too much information. Donc pour les personnes qui n'aiment pas trop ça, il y aura d'autres vidéos qui ne seront pas de ce style-là. Et ce sera aussi également une vidéo très longue. On est dans l'intro de la vidéo, je ne sais absolument pas combien de temps cette vidéo fera. Mais pour tout ce que j'ai noté, je pense qu'elle est longue. Donc du coup, prenez une petite tisane, un petit truc, et puis j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Alors, comme vous le savez, j'ai sorti un livre, j'ai fait une vidéo dessus, j'en parle sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Et c'est un livre à l'intérieur duquel il y a des phrases d'affirmation, parce que c'est un procédé que je trouve très bien pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à prendre confiance en soi, pour se valoriser, apprendre à reconnaître sa valeur, pour énormément de choses. Je trouve que c'est un procédé qui est vraiment super bien. Et c'est vrai que peut-être que la façon dont j'en ai parlé donnait cette impression de tu dis la phrase d'affirmation et puis c'est un peu comme Gardium Leviosa, tu vois. Genre tu l'as fait et tu as le déclic et boum, ça se passe. Alors que c'est vraiment pas ça. Enfin, peut-être que pour certaines personnes c'est le cas, en tout cas pour moi, ce n'est pas du tout le cas. Je me suis aussi rendu compte que parfois certaines personnes n'avaient pas forcément pris les choses comme moi je les prends et comment je les envisage. À savoir, il y a des personnes qui me disent j'ai commencé les phrases d'affirmation, mais j'ai du mal à continuer parce que moi ça ne fonctionne pas. Voilà, il y a des phrases, j'ai du mal à les dire et même si le temps continue, j'ai toujours du mal à les dire. Il y a vraiment peu de phrases pour lesquelles ça passe bien, etc. Mais tout ça, c'est un processus qui n'est pas facile. C'est-à-dire que quand tu dis une phrase d'affirmation pour toi-même devant le miroir et que tout se passe bien, enfin, c'est-à-dire que tu es fier de toi, tu es content, ça ne remue pas en toi de souvenirs négatifs ou d'émotions contradictoires, tristes ou quoi que ou peu importe, c'est bien, forcément c'est bien, mais le vrai travail il se fait dans les phrases justement qui sont problématiques. Quand tu es devant ton miroir, que tu te dis ta phrase d'affirmation et que ça coince, que tu es mal à l'aise, que tu es triste, que tu es en colère, que tu as du mal à définir l'émotion que tu ressens ou les émotions que tu es en train de ressentir, c'est à ce moment-là que le vrai travail se fait. C'est pas une question de je fais ma phrase d'affirmation, je la répète plein de fois. Si vous voulez, c'est pas une recette de pâtisserie ou quelque chose que tu fais comme ça et puis boum, ça se fait. Ça a vraiment ce côté de remuer tout ce qu'il y a au fond de toi, de te permettre d'ouvrir et de voir plus clairement ce qui se passe chez toi psychologiquement, émotionnellement, etc. Et c'est pas quelque chose d'agréable à vivre. Si vous voulez, c'est un peu comme une blessure. Pour qu'elle cicatrise bien, il faut d'abord commencer par la désinfecter. Et ça fait plaisir à personne de désinfecter une blessure, vous voyez. Ou parfois, il y a des bobos, des blessures qui sont infectées. Il faut d'abord commencer par enlever le pus. Ensuite, il faut désinfecter. Et ensuite, il faut soigner. Ça fait pas plaisir d'enlever le pus. C'est dégueulasse. Ça fait pas plaisir de désinfecter. Ça fait mal. Et je pense parler pour beaucoup de personnes en disant que c'est pas forcément des choses qu'on a envie de faire ou qu'on a envie de vivre, hein, voilà, qu'on se le dise. Et j'ai choisi, comme je vous ai dit, ces phrases d'affirmation basiques parce que
elles peuvent parler à tout le monde, peu importe son vécu, peu importe ce que vous avez vécu, ce que j'ai vécu. Il y a des choses qui restent universelles comme la souffrance, le deuil, la perte, la honte, la culpabilité, la rancœur, peu importe la raison pour laquelle tu ressens ça, peu importe la raison pour laquelle je ressens ça, on est des milliards à avoir ressenti ça, tu vois ce que je veux te dire? Et du coup, ce qui a de bien avec ces phrases d'affirmation basiques, c'est qu'elles renvoient à des événements qui ont été problématiques pour nous. Peu importe que pour quelqu'un d'autre, ça soit quelque chose de viteuf, whatever, qui n'a pas impacté sa vie, il se trouve que toi, pour telle ou telle raison, c'est quelque chose qui t'a peut-être choqué, blessé, mis en colère, traumatisé, etc., qui t'a fait de la peine, qui t'a peut-être détruit, tu as cette impression-là, tu vois. Et c'est pas facile de revivre des événements qui sont difficiles. C'est pas forcément facile de se souvenir des choses qui ont pu arriver et déjà de réussir à identifier les émotions précises qu'on a pu ressentir. Et j'ai réalisé que j'avais fait une petite liste de méthodologies pour revivre ça, enfin pour revivre ces événements-là. Et que j'en avais un peu parlé dans des articles, j'en avais parlé peut-être juste comme ça dans des stories de temps en temps, mais c'est vrai que au moment de la rédaction du livre, où j'ai mis en perspective tout ce que j'avais pu écrire sur les précédents mois, j'ai pas pensé à mettre cette méthodologie-là. Et du coup, je me dis que si je l'avais fait, peut-être que d'emblée, vous auriez saisi peut-être le caractère, je dirais pas difficile, mais en tout cas pas le caractère lisse, linéaire et prêt à emporter du concept de phrase d'affirmation, si on peut dire ça comme ça. Du coup, je vais vous lire ma petite liste. Alors, j'avais mis en numéro 1, s'autoriser à revivre les événements traumatisants. Numéro 2, s'autoriser à ressentir ce qu'il y a d'enfoui. Numéro 3, identifier les émotions ressenties. Numéro 4, les laisser s'exprimer sans honte ni culpabilité. Numéro 5, accepter que les expériences vécues n'étaient pas justes ni de notre faute. Numéro 6, accepter qu'on ne puisse pas changer le passé. Numéro 7, réaliser la force et la résilience qu'on a eu de survivre à tout ça. Numéro 8, voir ces expériences comme des richesses qui nous ont appris à puiser en nous. Numéro 9, énumérer les qualités et compétences que ces expériences ont générées chez nous. Numéro 10, en parler avec quelqu'un de confiance pour clore le chapitre. Le numéro 10, je le trouve bien, surtout parce que si vous voulez, c'est un peu facile de se dire qu'un chapitre est clos, mais pour moi, ce n'est que par le biais de l'exercice d'en parler à quelqu'un d'autre que tu es vraiment conscient de si tu as clos le chapitre ou pas. Tu sais, c'est comme par exemple, je vais parler de deuil, mais c'est comme par exemple le deuil, tu peux avoir l'impression que ça va, tu as fait ton deuil, jusqu'au moment où un ami, un proche, une connaissance te demande comment tu te sens par rapport à ça et qu'au moment où tu ouvres la bouche, tu fonds en larmes. Tu vois ce que je veux te dire? Pour moi, le fait de communiquer avec quelqu'un d'autre concernant le sujet permet de voir vraiment si c'est un sujet qui est clos ou pas. Après, je dis ça, tu peux aussi te parler devant toi, devant le miroir. Moi, je sais que ça ne me dérange pas, mais je sais aussi que c'est pas tout le monde qui va se sentir assez à l'aise par rapport au renvoi de son reflet, des expressions qu'on y décèle, etc. C'est pas tout le monde qui est à l'aise par rapport à ça, donc je le conçois parfaitement. Mais voilà, en tout cas, je trouve qu'en parler permet vraiment de faire le point et de voir où on se situe par rapport à tout ça. Et du coup, pour moi, revivre tout ça, ça a été tout un cheminement qui a été très difficile, très laborieux, je sais pas comment le dire différemment, ça a été difficile à vivre. D'ailleurs, à l'époque, j'avais fait un article dessus sur le blog, je vais le mettre en barre d'informations. L'article s'appelle, je crois, « Je pleure tous les jours mais je vais bien », quelque chose dans ce style-là. Et c'est vraiment un moment où je me sentais au bout de mon existence, mais c'était important que je fasse sentir toute cette souffrance, la colère que je pouvais avoir, le désarroi que j'ai pu ressentir, etc. Par exemple, pour beaucoup d'entre vous, si vous me suivez depuis longtemps, ou si vous avez vu mes dernières vidéos, si vous avez lu le livre, ou si jamais on s'est déjà parlé ou quoi que ce soit, vous savez que quand j'étais à l'école, j'étais maltraitée, voilà, ça se passait mal aussi bien avec les élèves que les professeurs. Et ce que peu de personnes savent, enfin en général plus mes proches ou éventuellement certaines personnes à l'église, c'est que chez moi, dans mon foyer, ça se passait pas forcément mieux. Et du coup, il a fallu que je m'autorise à revivre ça, pas dans une expérience de victimisation genre « Oh mon Dieu, il m'est arrivé ci, oh mon Dieu, il m'est arrivé ça, I can't anymore », mais juste revoir ces événements-là et me dire « Waouh, ça m'a vraiment traumatisé ou choqué ou
blessée. J'ai dû revivre toutes les fois où j'ai pris des coups, toutes les fois où je suis arrivée le lendemain à l'école en disant que je suis tombée. La personne la plus maladroite du monde, c'était moi. Je suis tombée, j'ai eu ci, j'ai eu ça, je suis tombée de mon lit, je suis tombée dans l'escalier, je me suis accrochée à la porte. J'ai dû revivre le jour où un de mes parents a roulé la voiture sur mon pied et réaliser le fait que je n'ai jamais cru que c'était un accident parce que quand c'est déjà de base un parent qui te brutalise physiquement. Personnellement, à l'époque, je n'ai pas cru à cet accident et j'ai dû faire face à ça, vous voyez. J'ai dû apprendre à laisser exprimer toute la colère que j'avais pu emmagasiner en moi, le désarroi que j'ai pu vivre ou ressentir parce que je me sentais totalement impuissante. Je me disais à qui je peux en parler, qui va me croire, parce que en dehors de la maison, c'était sûrement le parent le plus aimant, qui faisait le plus de choses pour son enfant. Donc je me sentais seule et je me sentais mal. J'ai dû revivre, comme je l'ai pu dire, le fait que la première fois que j'ai voulu me suicider, j'avais 5 ans. J'étais vraiment très jeune parce que pour moi, je me disais, la vie c'est nul. La vie ça craint. J'ai pas envie que ça continue parce que j'avais du mal à voir au-delà de ce qui pouvait se passer chez moi et ce qui pouvait se passer à l'école. Je me disais en fait, peu importe où je me situe, ça se passe mal. Peu importe où je me situe, je suis le punching ball de tout le monde. Et après, on va pas m'en tenir rigueur. Je pense qu'un enfant de 5 ans, il fait comme il peut. J'ai dû apprendre à revivre tout ça, à revivre plein de situations à l'école qui m'ont blessée, qui m'ont choquée, des situations de harcèlement que j'ai pu vivre. J'ai dû faire face aussi à tous les soucis de santé que j'ai pu vivre ou que je vis et ne pas rester dans ce climat de honte. Par rapport à ça, en fait, je me suis rendu compte que j'avais toujours évolué avec beaucoup de honte par rapport à mon état de santé ou à sa fragilité. Par exemple, je me souviens, je crois, jusqu'au CM2, ça pouvait m'arriver de marcher et de tomber, tout simplement parce que mes ligaments ne me tenaient pas bien, mes articulations, vous voyez. Je vivais mal aussi le fait d'avoir l'impression d'être jeune, mais de vivre dans un corps de vieux, tu sais, où tu as l'impression que tout est à réparer, tout est à refaire, etc. Ou même j'étais très complexée par rapport à... J'ai mon pied gauche qui est presque tout le temps enflé et j'avais honte en fait, genre parfois quand je mettais des sandales ou bien des chaussures qui permettaient de voir ça, qu'on me fasse la réflexion genre ton pied est enflé, genre c'est pas super joli et tout. Et j'ai dû apprendre à laisser cette honte là en fait juste partir et le voir différemment et être plutôt reconnaissante, vous voyez. Par exemple, j'ai un corps qui fabrique très facilement des tumeurs bénignes, j'en ai 4 dans chaque pied, donc 8 en tout, enfin, en tout cas dans les pieds. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je ne porte jamais de talons, parce que comme elles sont assez petites, elles peuvent facilement se déplacer et me coincer des nerfs ou boucher des canaux lymphatiques, etc. Et en fait, si vous voulez, au lieu de prendre le problème de cette façon-là, j'ai dû apprendre à me dire, en vrai, mes pieds me permettent d'aller où je veux. C'est vrai que parfois j'ai mal, c'est vrai que parfois ça peut m'arriver d'être immobilisée, mais en vrai, je peux me lever tous les jours et mon corps est là pour moi, mes pieds sont là pour moi, ils me permettent de marcher, de faire plein de choses et simplement de voir la situation différemment. J'ai dû apprendre à pardonner à ce parent dont j'ai parlé, mais surtout d'avancer dans cet état d'esprit de pardon. Avancer dans cet état d'esprit de pardon a été aussi le fait de vivre en paix avec ce qui faisait partie de mon vécu et ne pas me dire que c'était une honte ou quelque chose que j'avais à cacher, parce que j'ai beaucoup évolué par rapport à ça. Je pense que c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup de force, beaucoup de résilience. C'est aussi quelque chose qui a pu me sensibiliser à des causes qui, à l'heure actuelle, sont importantes pour moi, qui ont pu être des moments marquants pour moi dans ma vie, pour lesquels je me suis levée pour moi ou pour des proches à moi. Et avancer dans le pardon, marcher dans l'état d'esprit de pardon, c'est aussi accepter le fait que l'autre en face ne soit pas forcément dans la même optique. Quand je dis dans la même optique, en fait, si vous voulez, pour imaginer la chose, c'est-à-dire que c'est bien pour moi et c'est beau dans mon processus de porter fièrement mes blessures de guerre et de ne pas avoir à les cacher, tu vois, de vivre dans la lumière avec mes cicatrices, etc. Mais ça peut être difficile pour la personne qui t'a causé cette cicatrice de la regarder dans la lumière du jour, tu vois, et que cette personne-là soit t'en veuille
d'en parler, soit sois mal à l'aise par rapport à ça, et par exemple, tu sais, te faire des remarques en mode tu vis dans le passé, machin, sauf que pardonner n'enlève pas ce qui s'est fait, ce qui s'est passé, et ce serait dommage de fonctionner comme ça parce que oui, faire comme si ça n'a pas existé, ça enlève la souffrance que tu as pu ressentir, mais ça enlève aussi toutes les magnifiques leçons que ça a pu t'apprendre. Ça enlève la façon dont ça a pu teinter ta façon de réfléchir, ta façon de penser, et qui, si tu restes positive, peut t'aider à aider d'autres personnes qui ont vécu la même chose que toi, tu vois. Et ce serait dommage. Mais j'ai dû apprendre à faire face à ça, et ça n'a pas été facile. J'ai dû apprendre à être ferme, à m'exprimer, à ne pas me dire mince, quand je vais dire ci, quand je vais dire ça, la personne va mal le prendre, etc. Vous savez, nous, je considère qu'on est un peu comme, on va dire, les deux faces d'une pièce. C'est-à-dire que d'un côté, on est un émetteur, on émet des choses, que ça soit verbalement ou non verbalement, et on est un récepteur. C'est-à-dire qu'on reçoit aussi de la même façon des choses qu'on dit ou des choses qu'on perçoit. Et la réalité, c'est que ni moi ni vous ne sommes responsables de la façon dont quelqu'un reçoit un message, tu vois. C'est-à-dire que si tranquillement tu parles à quelqu'un et que tu lui dis quelque chose et que la personne le reçoit comme une attaque, ben c'est pas de ton fait. J'ai dû apprendre à me percevoir différemment et à m'accepter avec toutes mes, je vais pas dire forcément failles, parce que du coup j'ai dû apprendre à voir que ce n'était pas une faille mais simplement une différence et que je pouvais l'utiliser à mon avantage et rester simplement telle que je suis, comme je suis. Du coup, pour les personnes qui ont déjà le livre ou qui ont lu le livre, j'en parle très brièvement parce que comme je l'ai expliqué, c'est pas l'objet du livre. Du coup, mais très jeune, j'ai été diagnostiquée avec un haut quotient intellectuel, c'est comme ça qu'on dit, plus vulgairement surdouée. Et du coup, c'est il y a seulement quelques années que ma psy m'a parlé du trouble du spectre autistique, voilà. Donc avant on disait syndrome d'Asperger, aujourd'hui c'est juste limité au trouble du spectre autistique. Et c'est quelque chose qui me faisait énormément honte parce que c'est vraiment dans des extrêmes si vous voulez. Le fait d'avoir toujours grandi avec le côté Céline c'est une surdouée, oh là là elle comprend trop plein de trucs, elle avance trop vite, elle ceci, elle cela, machin. Et socialement de se sentir totalement perdu, tu vois, et de se dire putain, si je ne demande pas à la personne qui est en face de moi, mais en fait, est-ce que tu es content ou est-ce que tu es fâché? En vrai, je ne le sais absolument pas. Le fait de se dire, punaise, il faut que j'aille quand même acheter un livre sur la communication non verbale. Parce que, pour beaucoup de personnes, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas ce que la personne pense, comment elle le ressent, ou je ne sais pas quoi. Et c'est déjà quelque chose qui me complexait beaucoup quand j'ai commencé à être très active dans mon église. Parce que si vous voulez, je suis vraiment dans une église qui est à fond, genre la communauté, on est tous ensemble, on est tout le temps ensemble. Mon Dieu, faisons des activités ensemble tous les jours. Et moi, je me souviens, à l'époque où je faisais vraiment plein de trucs à l'église, genre ma journée commençait, j'étais à l'église à partir de 7h30, et quand je sortais de l'église, il était peut-être 20h30 le soir. Et le fait de voir plein de gens toute la journée, de devoir discuter toute la journée. Je me souviens quand je rentrais chez moi le soir, je fermais les rideaux et je pleurais sur ma moquette pendant des heures. Et comme ma psy m'a dit, la réalité c'est que personne en vrai ne me force à vivre toutes ces situations de communication de groupe. À l'heure actuelle, je travaille toujours dessus, mais c'est vrai qu'à l'époque, pour moi, c'était quelque chose de totalement insurmontable et qui ne me faisait mais vraiment pas envie. Et du coup, c'est drôle parce que, vous savez, à l'église, quand il y a des groupes et tout ce que les gens vont toujours te dire, c'est « Ah mais viens, en plus tu sais, on se voit souvent ensemble, on est tout le temps ensemble, on fait des activités de groupe, machin et tout. » Et moi, là, quand les gens me disaient ça, je me disais « Mon Dieu, quelle horreur, Seigneur, mon Dieu, je ne vais jamais m'en sortir, je ne... Ah là là, donc vous êtes en groupe. » Et puis genre vous vous voyez tout le temps, mon Dieu, ah là là. Et maintenant j'en ris, mais c'est vraiment des choses qui me complexaient à mort. Ou bien très souvent, ce qui arrivait, et même qui arrive toujours maintenant d'ailleurs, c'est que c'est les personnes qui ne comprennent pas ma façon de fonctionner et qui vont dire « Ouais, Soline, elle est froide, elle est distante, elle est méchante, je lui ai dit ci, elle m'a répondu ça. » Alors que
à mon avis, 99,9% de la situation, je n'ai simplement pas compris ce que tu m'as dit. En fait, quand je dis compris ce que tu m'as dit, c'est-à-dire qu'il y a eu une communication non verbale, un truc où tu t'es dit, Soline a compris que, sauf que non, Soline n'a absolument rien compris. Tu l'as... Voilà, je vous dis pas le nombre de fois où ça m'est arrivé, où ça a pu me blesser dans toutes les histoires de blogueurs, blogueuses et tout, d'entendre des ouais, Soline tout le temps sur sa chaîne, elle parle d'amour, alors que je l'ai rencontrée en vrai, elle était super froide et distante, alors que je devais simplement être super mal à l'aise et que je me disais mon Dieu, je ne sais pas quoi dire. J'avais vu des livres sur la communication non verbale, mais je ne les ai pas encore achetés, je n'ai pas bien appris mes leçons, du coup je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Du coup je vais rester dans mon téléphone, comme ça va m'empêcher de faire une bourde et tout. Et c'est quelque chose qui me faisait mais genre hyper honte, hyper honte. Ou même quand j'en ai parlé à mes amis, certaines personnes qui m'ont dit mais non Soline, c'est pas parce que les gens te stressent ou bien que tu es pas super bien à certains moments que ça fait de toi une autiste. Voilà, tu nous parles, tu parles à ci, tu parles à ça. Et ça m'a permis de me rendre compte de tous les préjugés que les gens pouvaient avoir sur le trouble du spectre autistique, parce que il peut être aussi bien léger que très accentué. C'est quelque chose qui est évolutif avec la personne. Ce n'est pas une maladie pour ce qui concerne le syndrome d'Asperger, donc je mets entre guillemets parce que c'est plus une appellation qui est utilisée de nos jours, mais voilà, c'est-à-dire que si vous voulez, pour vulgariser et imager la chose, parce que je fonctionne beaucoup en imageant les choses, c'est un peu comme si on vit dans un monde où les 3/4 de la population, par exemple, dans toute leur logique et leur façon de fonctionner, n'utilisent que le RER et le métro pour se déplacer, et que les personnes du trouble du spectre autistique, donc on va dire peut-être plus sur le côté léger, parce que forcément plus c'est intense, moins c'est le cas, mais on va dire dans le côté léger, ce sont des personnes pour qui la seule logique est d'utiliser le bus, et que du coup quand tu n'utilises que le bus, utiliser le métro ou le RER, c'est conceptuel, tu vois. Et la plupart du temps, ce sont sur des choses qui sont surtout très bêtes. Quand tu prends le bus, si tu veux descendre à ton arrêt, tu appuies et il y a la petite lumière qui s'allume et puis les portes du bus s'ouvrent, tu vois. Là où pour le métro ou le RER, ça fonctionne pas de la même façon, tu vois. C'est ce qui est insidieux, parce que c'est sur des choses qui sont très minimes et qui sont très bêtes, si on peut dire. Je mets si on peut dire parce que c'est pas bête en soi, mais c'est des choses que les neurotypiques, comme on dit les gens normaux, apprennent entre eux. Les gens sont trop au courant de ces machins-là, et où toi, quand je dis toi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ma chaîne qui sont pas les neurotypiques, voilà. Mais quand je dis toi, je parle de moi. Ouais, mais bon, quand je vois moi, par exemple, ce n'est pas logique pour moi. Enfin, voilà. Ou bien même, genre, la subtilité, ou bien le mensonge, ou bien la communication non verbale. Voilà. Et du coup, j'ai dû apprendre à vivre avec ça, mais sans avoir une honte, sans avoir une gêne par rapport à ça, et me dire, Soline, c'est pas parce que ces situations-là sociales, tu ne sais pas les gérer que ça veut dire que tu es complètement con, tu vois. Laisser entrer, si vous voulez, mes amis dans tout ça, et de les laisser m'apporter l'aide dont je pouvais avoir besoin. Je veux dire, pour mes amis qui sont remplis d'amour et de bienveillance envers moi, ils ne vont jamais se moquer si voilà, ils me racontent une histoire et que je leur dis et du coup tu es content ou tu es pas content, parce qu'ils savent que si je pose la question, c'est simplement parce que j'ai pas réussi à déterminer. Ça se trouve que dans ma tête depuis 10 minutes je me dis alors qu'elle me raconte ça, mais quand j'analyse ce qu'elle me dit, ça a l'air négatif, mais en même temps elle sourit. Donc, est-ce un sourire nerveux? Est-ce que c'est parce qu'en fait, même si ce qu'elle dit est négatif, elle a fait la part des choses, donc finalement elle est contente? Et moi je suis là, je regarde le truc et je me dis du coup je ne sais pas comment réagir, parce que c'est positif ou c'est négatif finalement ce que tu me dis? Parce que je reçois des signaux contradictoires, donc éclaire-moi. Ils vont pas mal le prendre. Ou je vois par exemple, je vis avec Antoine, parfois il me fait des remarques sur mon maquillage ou bien ma tenue, il va pas me répondre comme si je suis con si je lui dis alors c'est sarcastique, c'est ironique ou c'est vrai. Donc parfois il va me dire ah non c'est vrai machin, ou parfois simplement il va me rectifier. Parfois je vais dire oh, c'est du sarcasme, il va me dire non, de l'ironie. Je me dis oh damn, ok, I get
I get it. Et voilà, mais si vous voulez, ça a été libérateur pour moi, oui, de les laisser rentrer, mais il a fallu que je fasse cet effort-là. Ça n'a pas été facile au début. Forcément, oui, au début, j'avais peur qu'ils me parlent comme si je suis bête, ou bien qu'ils me disent, mais quand même, Soline, tu ne fais pas d'efforts, alors que si, justement, je ne fais que ça. Surcogiter, analyser les différentes informations que j'ai et me dire quelle conclusion je peux en faire. Ou ils partagent mes petites joies, mais il a fallu aussi que j'apprenne à le faire avec la psy. Je me souviens quand elle m'a dit il y a 2 ans, ok, donc on va faire des exercices, apprendre à identifier ses émotions ou ses ressentis, c'était pour moi le truc le plus difficile qui soit. Difficile, mais difficile. J'ai dû apprendre à arrêter de vouloir être comme les autres et à utiliser ce que moi j'avais et à le valoriser. Lâcher prise, c'est hyper difficile les amis, c'est pas quelque chose de facile dans la vie. J'ai dû apprendre à être ferme et à mettre fin à des amitiés qui n'en étaient plus. Forcément, oui, c'est triste, c'est ci et c'est ça, mais à partir du moment où on ne reconnaît pas ta valeur où l'amitié commence à être unilatérale, faut simplement laisser partir la personne sans rage ou rancœur ou quoi que ce soit, mais c'est que simplement ça ne fonctionne plus. Et voilà, ce lâcher prise là a été difficile parce que, en tout cas pour une personne, c'est vraiment quelqu'un avec qui je me voyais amie genre pour toute ma vie. Pour moi, il y avait genre aucune raison qu'un jour cette personne-là, elle et moi, on ne soit plus amis. Voilà, je la voyais un peu comme genre l'amie de ma vie, machin et tout. Surtout qu'en plus, c'est aussi quelqu'un qui a un haut quotient intellectuel. Et je dis pas ça dans le sens genre on se sait entre surdoués machin, mais plus dans le côté tout le stress et l'anxiété que ces choses-là peuvent amener, cet état de malaise dans la société, de se sentir inadéquat ou plein de choses comme ça. Et c'est qu'avec cette personne-là que je pouvais avoir ces conversations-là, vous voyez. J'ai dû apprendre à laisser couler simplement. J'ai dû apprendre à être ferme avec mes parents et à leur dire avec amour que je n'étais pas leur psy ni leur conseillère conjugale et que je ne suis pas dans leur histoire de couple. En fait, simplement, je ne suis là pour prendre le parti de personne. Qu'à partir du moment où les deux côtés ont des histoires différentes, simplement le fait de me dire personnellement, je ne saurais pas démêler le faux du vrai. Je me suis dit, pour avancer dans ma vie, je vais être en paix avec mes 2 parents et avancer tranquillement. Je me suis dit, j'ai une chance énorme, mes 2 parents sont en vie. Voilà. Donc oui, certes, d'accord, on s'est dit, on se pardonne, patati patata, ça ne fait pas de nous ma famille d'abord. Voilà, on en est très loin. Mais simplement, allons avancer tranquillement au fur et à mesure. Et voilà, mais si vous voulez, il a fallu que je sois ferme. Il y a une différence entre penser ça et ouvrir sa bouche et le dire. Prendre le risque que la personne en face ne comprenne pas, pense que peut-être tu minimises sa souffrance ou que tu minimises ce qu'il ou elle a pu dire, que peut-être tu ne fasses pas confiance simplement parce que tu dis « je ne prends pas parti ». Un me dit ça, l'autre me dit que c'est faux, alors que non, c'est simplement ma façon de dire. Je n'ai pas cette capacité d'analyse ou peut-être de sagesse ou de discernement pour voir qui a menti, qui ment. Voilà. Je pars du principe que dans une relation, quand il y a un problème, les 2 personnes ont leurs choses à redire par rapport à ça. Les 2 personnes ont fait des choses qui ont provoqué le fait que ça n'ait pas fonctionné. À aucun moment, il y a une personne qui a tout bien fait et puis l'autre personne a fait que de la merde. Donc voilà, tout le monde s'est planté. Donc voilà, on va pas revenir dessus. Avançons tranquillement les amis. J'ai dû apprendre à porter fièrement mon immaturité, mes manquements, mon manque de confiance et comprendre que ma valeur reste intacte. J'ai dû apprendre à aimer mon corps, à mettre de la valeur dessus, à me le réapproprier, sortir de l'indifférence par rapport à lui, parce que c'est vrai qu'en ayant vécu tout un pan de ma vie où j'étais le punching ball d'un peu tout le monde, j'ai dû apprendre à me percevoir différemment et à porter de la valeur sur mon corps. Je vois, j'en parle un peu, juste dans une phrase dans le livre, et même je l'avais dit dans la vidéo, je crois que c'est le passage que j'avais lu, où je disais qu'un jour il y a un professeur qui m'a tellement tapé que je me suis fait pipi dessus. Et si vous voulez, ce jour-là, c'est parce que j'étais pas la seule enfant que le professeur tapait. Et ce jour-là, elle tapait un de mes amis qui forcément le vivait mal. Surtout qu'en fait, moi, si vous voulez, j'étais le genre d'enfant
que tu tapes, mais qui va quand même te dire ce que tu fais, c'est pas juste, tu devrais pas le faire ou tu n'as pas le droit de le faire. Et lui, il était assez terrorisé par rapport à ça. Et du coup, je m'étais interposée entre le prof et lui. Et du coup, c'était moi qui m'étais pris toute la raclée de coups jusqu'à ce que je me fasse pipi dessus. Ça sonne un peu genre chevaleresque, genre oh mon Dieu, oh my god, waouh. Mais moi, dans ma façon de réfléchir, si vous voulez, je me disais, de toute façon, on me tape déjà. Qu'on me tape un peu plus ou qu'on me tape un peu moins, est-ce qu'on en est vraiment à ça de prix? Tu vois ce que je veux te dire? Je me disais, bon, un coup de plus, un coup de moins, est-ce réellement important la quantité? Voilà. Et alors que c'était grave, et j'ai dû apprendre à me réapproprier mon corps et à mettre de la valeur dessus. Mais du coup, forcément, ça m'a demandé de revivre toutes ces situations-là, vous voyez. J'ai dû aussi apprendre à vivre pleinement mon deuil parce que je m'étais rendu compte que ce n'était pas quelque chose que j'avais fait. L'expérience de la mort de mon oncle a été une expérience assez particulière pour moi. Je dirais autant belle que traumatisante, dans le sens où quand je dis et répète tout le temps que mon oncle et moi on était comme ça, machin et tout, c'est vraiment dans le sens où quand il est mort, je me suis réveillée en pleurs parce que j'avais vraiment cette impression que il y avait une partie de moi qui était en train de mourir et j'étais bouleversée à un point que vous ne pouvez pas imaginer. J'étais mal pendant des heures et des heures jusqu'à ce que ça s'arrête. Mais tu sais, ce moment, je sais pas comment dire, ce moment encore plus traumatisant parce que tu réalises que la souffrance s'arrête parce que tu sais que l'autre n'est plus là. Et moi, je vais pas vous mentir, hein, quand j'ai ressenti ça, je me suis dit, meuf, tu es complètement folle. Et puis, ma maman m'a appelé 2 jours plus tard pour me dire que mon oncle est mort il y a 2 jours, vous voyez. Et il a fallu que je fasse la paix avec cette situation-là et que je me dise, tu as eu la chance de ressentir tout ce qu'il a pu ressentir dans ces derniers moments, tu as eu la chance de le savoir, de te préparer à l'idée. J'ai dû aussi apprendre à appréhender ma spiritualité différemment, à appréhender ma relation avec Dieu différemment. Ça a été un remue-ménage de toutes les sphères de ma vie en fait, de toutes les sphères, et c'est pas quelque chose qui est facile à faire. J'ai dû apprendre à mettre les choses dans le bon sens qui fonctionnait pour moi, parce que vouloir aider mon prochain, vouloir partager, vouloir je sais pas, faire plein de choses, c'est quelque chose qui a toujours été dans mon cœur, si vous voulez. Mais on ne charroie pas d'eau avec un vase cassé, c'est ce que je vais te dire. Et je me suis rendu compte, en tout cas pour moi, que si je voulais vraiment faire toutes ces choses-là, il fallait d'abord que moi, je sois en bonne santé, émotionnellement, psychologiquement, physiquement, pour pouvoir véhiculer toutes les choses que je voulais véhiculer et prendre part à tous les combats ou luttes auxquelles je voulais prendre part durant ma vie. Et tout ça en partant simplement de phrases d'affirmation très basiques. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, elles renvoient toujours à une situation qu'on a pu vivre. Je vais vous donner un exemple d'un des jours. C'est l'exemple que j'avais pris dans une petite vidéo que j'ai postée sur le groupe fermé de la Team Shani. Puisqu'en fait, si vous voulez, dans le livre, vous avez un espace où il y a écrit « Nouvelles phrases d'affirmation ». Et c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui avait compris ce que je voulais dire par rapport à ça. Et du coup, j'avais pris l'exemple du jour 9. Et donc, dans le jour 9, la phrase était « Je me libère de mes anciennes limites et croyances. Je lâche prise et je suis en paix. Je sais identifier mes blocages. Je sais ce dont je dois me libérer. Je sais identifier ce qui me retient. » Et j'avais écrit ce jour-là « Ce n'est pas facile d'effectuer ce travail. Je sais identifier quelles sont mes limites et mes croyances, mais ça peut être difficile de s'en défaire. Je fais un travail pour changer mon schéma de pensée. Je dirais même plus cultiver mon propre schéma de pensée et pas juste avoir celui d'un tel, de mes proches ou de la société. Aujourd'hui, je lutte avec l'idée de l'amour de mes proches. Un tel m'a dit quelque chose qui m'a vexée. Je ne me suis pas sentie soutenue et tout de suite, l'idée de l'autre personne a refait surface, à savoir « Je ne suis pas aimée, je dois tout faire toute seule, je ne peux compter que sur moi. » Je sais que ce n'est pas vrai, mais aujourd'hui je ne le ressens pas, donc je n'y crois pas. Je dois apprendre à moins me baser sur mes ressentis, qui peuvent être erronés ou fluctuer,
et je dois apprendre à me baser sur les choix que j'ai posés sur ma vie. Et donc là, j'ai mis ce que j'avais décidé pour ma vie, j'ai écrit « Je suis aimée, je suis soutenue, je dégage de l'amour, j'attire à moi des personnes qui m'aiment et qui me respectent. » Du coup, ce sont elles mes nouvelles phrases d'affirmation. Mais du coup, si vous voulez, à partir de ce que les phrases d'affirmation ont fait ressentir ce jour-là, je me suis souvenue de certaines choses. Je me suis souvenue du jour où il m'est arrivé ci, du jour où il m'est arrivé ça. Donc, si vous voulez, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de facile parce que tu te souviens de la peine que ça a généré chez toi, tu te souviens de, je sais pas, de la détresse, de tout plein de choses, de la colère, de tout ça en fait. Donc du coup, je voulais un peu m'excuser. Je sais pas si c'est forcément des excuses que je dois présenter ou quoi que ce soit, mais si peut-être j'ai donné l'impression que je suis arrivée genre avec un petit livre tout cute, machin, enfin ne faites pas attention. Moi je l'ai déjà dit, la barre c'est parce que moi j'ai le truc non destiné à la vente. Mais voilà, désolée si j'ai peut-être donné cette impression de je suis arrivée avec un petit livre tout cute, tu fais ta petite phrase d'affirmation et boum, ça se passe, boum, ça s'opère, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne vraiment. Tout ça, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de la bienveillance. Et tout ça, c'est un apprentissage de tous les jours et de tout instant. Il n'y a pas de « ah ben, je n'ai réussi qu'à faire 3 jours et après j'ai lâché ». Le tout, c'est de se dire « waouh, j'ai quand même fait 3 jours, c'est super bien ». Ou c'est pas de se dire « ah ben, j'ai réussi à être positive juste 1 heure et là, boum, négative ». Non, tu te dis « waouh, j'ai réussi à être positive pour 1 heure, c'est super génial ». C'est un livre qui est hyper simple et hyper basique, mais en même temps qui montre à quel point la simplicité peut être complexe, difficile à assumer et aussi challengeante. Parce qu'en soi, c'est pas quelque chose de compliqué, je veux dire, c'est pas une formule mathématique, c'est pas une formulation chimique, c'est pas un mélange ou je sais pas quoi. Il faut juste ouvrir sa bouche devant un miroir, répéter une affirmation, écrire ce qu'on a ressenti. Tout ça, ce sont des étapes qui sont très simples. Et pourtant pas facile. En tout cas, j'espère que vous avez cerné un petit peu plus l'idée du livre. Personnellement, je suis contente de faire ce bout de chemin-là avec vous. Et j'ai vraiment cette impression de marcher dans la lumière. Du coup, ça me fait plaisir. Alors, vous avez été quelques-unes à me poser la question, mais du coup, je me suis dit que j'allais la poser en vidéo pour savoir si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse. À savoir, il y en a qui m'ont demandé de faire des ateliers sur l'amour de soi, la confiance en soi, des petits exercices qu'il y a à faire dans le livre ou au travers des phrases d'affirmation, du travail du miroir, enfin voilà. Et du coup, je voulais savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment ou pas. Si vous me dites ou pas, franchement, je ne vais pas vous en vouloir les amis. Voilà. En tout cas, je ne vois pas combien de temps j'ai pris pour filmer la vidéo, mais je sais que ça fait un moment que je parle, les amis. Donc, merci d'avoir regardé toute cette vidéo qui est super longue. J'espère avoir été assez explicative par rapport à ce qu'il y a à attendre du livre, comment moi ça a pu m'aider et de comment j'ai pu évoluer, patiti et patata. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.